Hier, quelque chose d'important a changé au Moyen-Orient. Le président Trump a annoncé que les États-Unis allaient procéder à la vente de 48 avions de chasse F-35 à l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite devient ainsi, après Israël, le premier pays de la région à utiliser l'avion furtif le plus avancé. Lorsque le président Trump a été interrogé pour savoir si les avions saoudiens seraient à la hauteur de ceux d'Israël, il a mis fin à ce débat. Je pense qu'ils seront assez similaires, a-t-il déclaré. Ce n'est pas un petit commentaire. C'est une phrase, en fait, qui change la stratégie régionale du jour au lendemain. Et le même jour, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le plan en 20 points de Trump pour Gaza, construit autour d'une nouvelle force internationale de stabilisation, l'International Stabilization Force, une force que de nombreux pays indiquent déjà qu'ils ne rejoindront pas, car cela pourrait les obliger à affronter directement le Hamas. Ces deux évolutions redéfinissent la planification militaire d'Israël. Cela redéfinit peut-être son partenariat avec Washington, et peut-être aussi à quoi pourrait réellement ressembler le lendemain à Gaza. Pour tout expliquer, je suis accompagné de mon ami, le lieutenant-colonel Jonathan Conriquez. Jonathan est chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties. Il est l'une des voix stratégiques les plus respectées d'Israël et il a des décennies de service tant au combat dans le renseignement qu'en tant que porte-parole international de Tsahal. Bienvenue sur True East, je suis Doron Spillman. Jonathan, heureux de te revoir. Shalom Doron. Ravi de te revoir. Tu étais parti? Nous étions tous les deux à l'étranger. Tu as écrit le livre, moi je parlais seulement, mais je suis heureux d'être de retour. Tu sais, je n'ai pas eu de manifestants à propos de mon livre, alors que toi, tu en as eu, car aujourd'hui, tu es l'un des rares visages d'Israël présents sur la scène internationale. Qu'est-ce que ça fait, avant qu'on commence, d'être ce qui semble être presque une voix solitaire venant d'Israël? Non, je ne dirais pas ça. Je veux dire, il y a beaucoup de bonnes personnes qui mènent ce combat. Et je dirais que je serais du côté positif. Je serais plus heureux s'il y avait plus d'Israéliens officiels à des postes officiels israéliens qui assumeraient cette responsabilité et iraient sur le terrain pour s'engager. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin. Des Israéliens de différentes formes, de différentes couleurs, de différents horizons, de différentes tendances politiques doivent sortir et s'engager avec des gens du monde entier en utilisant des médias comme celui-ci, les réseaux sociaux, mais aussi en allant vraiment sur le terrain et en s'engageant. Quand j'ai essayé, peut-être que tu parlais de cela, il y a eu une manifestation. J'étais à Chicago en train de parler avec des étudiants de 4 ou 5 universités différentes de Chicago. Et les étudiants pour la justice en Palestine, qui sont essentiellement une organisation de façade pour les frères musulmans, financée par de l'argent étranger, principalement qatari, aux États-Unis, sont actifs contre Israël et contre les causes juives. Ce sont les mêmes qui ont organisé les campements, la violence et l'intimidation des Juifs sur le campus. Ils avaient un problème avec ma venue et mon intervention. Ce n'était même pas sur le campus, c'était dans un autre lieu, sécurisé, et ils voulaient le boycotter. Ils s'y sont opposés en premier, ils ont essayé de l'empêcher. Ils ont adressé une pétition à la direction de l'université pour qu'on ne m'autorise pas à venir. Mais je dirais que les organisations étudiantes juives, sont restées fortes, elles n'ont pas flanché, elles n'ont pas cédé sous la pression, et ils ont dit non, nous allons inviter un ancien porte-parole de Tsahal, il va venir parler et nous voulons entendre ce qu'il a à dire. Et j'étais vraiment heureux de voir cela dans le public. Il y avait évidemment des personnes pro-israéliennes, juives, pro-israéliennes, mais il y avait beaucoup de non-juifs qui étaient venus là pour écouter. Et j'ai trouvé cela tellement rafraîchissant de pouvoir réellement interagir avec des personnes qui ne sont pas naturellement prédisposées à être pour ou contre, mais ils sont intrigués et intéressants et ils sont ouverts à un débat et ils ont posé d'excellentes questions. Parfois, il était difficile d'entendre parce qu'il y avait une centaine de manifestants dehors avec des haut-parleurs, des tambours, des sirènes et toutes sortes de choses. Mais nous n'avons pas laissé cela nous déranger. Nous avons discuté 1 heure et demie avec de nombreuses questions-réponses. Et à la fin, je pense que toute personne présente, même celle qui n'était peut-être pas entièrement favorable à Israël auparavant, avait plus d'informations, plus de compréhension et un peu plus de clarté. Et surtout des choses absentes des réseaux sociaux et des médias américains. Je suis donc heureux de cette opportunité et rends hommage à de jeunes juifs courageux de l'Université de Chicago, de DePaul et d'autres lieux qui ont dit « Non, nous allons organiser cela ». Et ils l'ont fait. C'est incroyable, tu sais, Jonathan, ça me rassure, et sûrement beaucoup de gens dans le public aussi, ça apaise nos peurs.
Il n'y a personne dehors pour écouter, et l'opposition prend le dessus. Et nous savons que les étudiants pour la justice en Palestine ne sont pas vraiment pour la justice. On dirait qu'ici, la justice a été rendue à ceux qui en avaient réellement besoin. Ils étaient dehors dans le froid à faire du bruit, et nous étions à l'intérieur en train d'avoir une conversation raisonnable, ce qui, je pense, était ce que nous voulions faire. Oui, j'ai vu cela. J'ai voyagé en Amérique du Nord, Australie, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Scandinavie et d'autres endroits. Et ce que j'ai rencontré et vu, c'est oui, beaucoup de communautés juives qui sont assiégées, elles le ressentent. Et vous savez, elles communiquent qu'elles sont sous siège, que les Juifs sont attaqués, que les Juifs sont ciblés, qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Cette haine, vraiment, est attisée et alimentée par des dirigeants nationaux faibles en Australie, au Canada, au Royaume-Uni. Mais il y a aussi beaucoup de bonnes personnes qui soutiennent Israël, ou du moins ne sont pas contre Israël, et qui n'ont tout simplement pas de moyens d'exprimer leur soutien, et qui sont tout à fait disposés à écouter. Dans un pays comme la Suède, où, selon n'importe quel critère, la politique suédoise n'est pas vraiment pro-israélienne, pour le dire gentiment. Et nous avons vu des résolutions suédoises contre Israël, la reconnaissance d'un soi-disant État palestinien et bien d'autres choses qui ne sont pas bonnes. Mais en Suède, une alliance d'amitié Suède-Israël existe. Des centaines de personnes dans différentes villes, dans chaque ville, des centaines de membres qui se soucient réellement d'Israël. Et ce ne sont pas des fondamentalistes, ce ne sont pas, vous savez, très extrêmes d'aucune manière. Ou des juifs non religieux. Non, 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 ce sont des chrétiens. Ce sont des gens ordinaires, ce que vous appelleriez des Suédois de la rue principale, qui disent simplement que, eh bien, ce que nous voyons dans les médias suédois, n'est-ce pas? C'est une représentation déformée et biaisée de la réalité. Et en fait, nous soutenons Israël parce qu'ils sont ceux qui ont été attaqués auparavant. Ce sont eux qui ont été attaqués le 7 octobre. Ils se défendent et ils font de leur mieux pour le faire de la manière la plus humaine et morale possible. Et la plupart du temps, ils réussissent à le faire. Et cela n'est pas reflété dans les médias suédois. Et bien sûr, cette histoire se répète au Canada, en Australie. Mais le point essentiel ici, et je pense que tu as tout à fait raison, il y a beaucoup de bonnes personnes à travers le monde qui, si elles ont seulement accès à l'information, le savent au fond de leur cœur et de leur tripes. Que dans cette situation horrible dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes du bon côté. Et l'autre côté a tort, c'est le côté des ténèbres. C'est brutal et ça pourrait l'être. On pourrait m'accuser d'être trop simpliste, mais au bout du compte, c'est assez simple. Il y a le bien et le mal. Israël est du bon côté dans presque tout ce que nous faisons. Sommes-nous parfaits? Toi et moi savons que nous ne le sommes pas. Faisons-nous des erreurs? Certainement. Mais aspirons-nous à nous battre dans le cadre de nos valeurs juives et démocratiques, de droit, de respect pour la sainteté de la vie humaine, et le faisons-nous continuellement dans une situation presque impossible? Définitivement oui, tandis que l'autre camp fait exactement le contraire. Et beaucoup de gens le reconnaissent, mais il y a des filtres très épais et puissants, des filtres puissants imposés par les politiciens, par les médias, qui n'autorisent pas ces voix à être mises en avant et à devenir dominantes. Dans de nombreuses sociétés occidentales, on observe cela dans les schémas de vote de divers pays européens, qu'ils ne sont pas satisfaits de l'islamisation croissante de leur société, qu'ils ne sont pas satisfaits du dénigrement d'Israël dans leurs médias, qu'ils ne sont pas satisfaits de l'antisémitisme, et avec une prise de contrôle de l'espace public par les islamistes, une prise de contrôle très brutale, violente et agressive. La seule chose qui leur reste, car leurs voix ne sont pas entendues dans les médias et ils sont censurés à l'université, ce n'est pas ce qui est politiquement correct ou acceptable à dire, donc ils votent autrement. Et on le voit dans presque tous les pays, que les partis qui représentent une réaction contre cela, et Israël fait partie de cette problématique. Mais les partis qui représentent cette réaction progressent dans tous les électorats, parce que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de ce qu'ils traversent. Et vous savez, souvent, je pense qu'il y a un abus de langage. On les appelle souvent la majorité silencieuse, mais c'est en fait, ce n'est pas la majorité silencieuse. Nous sommes ici à l'agence de presse juive car c'est une plateforme pour s'exprimer. Ils sont la majorité et je pense qu'ils sont souvent réduits au silence par les médias. De la même manière qu'Israël, nos opinions sont souvent réduites au silence par les médias. Ces majorités, leurs voix ne sont tout simplement pas dans le champ des caméras. Donc, comme en Israël, les caméras vont cibler l'extrême gauche radicale qui ne représente pas ce pays. L'extrême radicale
Et nous sommes tous les deux mis au défi dans les actualités à propos de ces deux sujets, où ils essaient de les présenter comme la norme. Mais ici, en Europe et ailleurs, le centre n'est pas dans l'optique. Je pense que le Fondation pour la défense des démocraties, où tu es chercheur principal, le Centre Israël-Keyrout, où je le suis aussi, et surtout le JNS montrent un véritable élan, ce qui est encourageant. Cela a provoqué une émergence, une croissance populaire d'organisations et de plateformes qui grignotent lentement le terrain. Je pense à cet élément vraiment singulier et important, anti-Israël et anti-Occident, qui contrôle les médias. Je suis d'accord. Ce que nous faisons ici n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais je pense que, comme les réseaux sociaux, les podcasts et d'autres types de communication, c'est un moyen. C'est un secteur qui est clairement en croissance. Bientôt, je pense que ce sera la principale façon pour les gens de s'informer et de se forger une opinion. À cause de l'échec du système actuel à fournir une information réelle avec un minimum de biais aux gens. Je veux dire, quand on regarde les filtres et les censeurs qui existent aujourd'hui pour les informations pro-israéliennes ou les informations qui favoriseraient Israël, pour que cette information passe par 1, 2, 3 niveaux de filtrage. Par le journaliste lui-même, puis par un rédacteur, un deuxième rédacteur, et finalement par le rédacteur en chef international. C'est difficile pour ces choses de traverser tout ça. Et quand vous regardez les personnes qui sont au pouvoir dans de nombreux médias occidentaux, vous constaterez qu'elles viennent toutes du même moule. Ils ont des opinions très précises sur Israël et elles ne sont pas positives. Et donc, il devient difficile de vraiment refléter ce qui se passe et l'histoire devient très biaisée. Que font les gens? Ils votent et consomment l'information différemment. Et donc, je pense que c'est très important ce que fait JNS pour offrir cette option, pour donner aux gens qui veulent une information honnête, vérifiée et fiable. Mais cela ne veut pas dire qu'on se déteste ou critique toujours Israël, nous pouvons rester critiques. Et toi et moi, nous avons des critiques envers notre pays bien-aimé, notre armée bien-aimée, notre gouvernement. Nous avons cela et nous y avons droit. À cela car nous sommes juifs. Oui, très souvent. L'autocritique. Ce qui est sain, n'est-ce pas? Mais nous ne confondons pas cela avec ce que vous voyez souvent dans les médias internationaux, qui est paresseux et non professionnel, la couverture de tout ce qui concerne le conflit israélo-arabe, en particulier lorsqu'il s'agit de Gaza et des Palestiniens, mais aussi dans l'aspect général. Et vous savez, cela remet en question le modèle économique de nombreux médias établis. Et vous voyez cela, mais les gens votent avec leurs oreilles, leurs pieds, leurs clics et leurs yeux, et consomment davantage l'excellent contenu fourni par des institutions comme JNS, mais aussi par d'autres entités. Et à la fin de la journée, je pense que dans une génération, peut-être moins, cela forcera également les médias établis à changer, soit... From ARIWEISS. Ouais. Je veux dire, c'est un développement incroyable que Harry Weiss ait maintenant été promu dans un grand réseau à un poste aussi influent. C'était clairement une réaction, je pense, à cause de la dissonance dont tu parles. Ils perdent de l'argent, ils perdent des parts de marché et ils prennent quelqu'un, d'accord, qui est une femme raisonnable. Elle fait partie de l'électorat américain, elle n'est pas clairement définie, mais elle a des opinions honnêtes. C'est le nom de sa prochaine. Barry occupe désormais une position influente. Je pense que c'est une histoire qui devrait être racontée aux jeunes, mais aussi aux gars de notre âge sur la beauté de la persévérance, de la créativité et du fait de croire. Être super talentueux comme Barry aide, mais croire en soi et lutter contre l'establishment est essentiel. Viré ou écarté du New York Times, je comprends, je n'ai pas cette information, tu sais, d'une source primaire, mais en lien avec ses opinions sur Israël et sa position sur beaucoup de choses auxquelles elle tenait vraiment, elle a été annulée, puis elle a dit « Eh bien, j'irai ailleurs et je vais construire ». Une organisation médiatique que beaucoup de gens ont discréditée et que beaucoup pensaient vouée à l'échec, mais qui a brillamment réussi. Et maintenant, on boucle la boucle, comme tu le dis. Et je pense que c'est un exemple auquel beaucoup de gens devraient réfléchir. Il y a beaucoup d'autres bons exemples où, tu sais, finalement, la lumière de la vérité finit par percer. Tu peux tenter de l'étouffer ou de la cacher, mais à la fin de la journée, après tous les mensonges et toutes les manipulations, la lumière finira par percer et la vérité apparaîtra. Et je suis très heureux
et j'espère qu'elle sera aussi combative, courageuse et brillante qu'elle l'a été en dirigeant la presse libre et qu'elle fera de même dans sa nouvelle position de pouvoir. Et j'ai bon espoir. Incroyable, Jonathan. C'est une excellente plateforme pour que nous puissions approfondir ce que je considère comme une question d'une importance cruciale. Mais c'est aussi une question complexe, parce qu'elle implique notre plus grand ami et notre plus grand allié, ainsi que des intérêts différents dans la région. Revenons en arrière. Hier, à la Maison-Blanche, le président Trump a reçu Mohammed Ben Salman avec beaucoup de faste. Tiger Woods et Elon Musk. Je ne sais pas s'ils sont finalement venus. Ils devaient venir à la fin. Ronaldo était là. Ronaldo était là. D'accord. Donc, ils ont eu Ronaldo. Mais le vrai bijou, bien sûr, dans la pièce, c'était le F-35. Et le président Trump a dissipé tout doute à ce sujet, que l'Arabie saoudite n'allait peut-être pas obtenir le F-35, ou que nous allions recevoir un modèle dépassé. Du moins, il semble qu'il ait dissipé ce doute à sa manière très trumpienne. Il a dit « Ce sera probablement similaire », a-t-il dit. Les Israéliens ne sont pas intéressés. Ils pourraient vous proposer un modèle inférieur, mais je doute que ce soit ce que vous voulez. Vous auriez quelque chose de similaire. Ils recevront probablement une version avancée de 5e génération du F-35. Il n'existe pas d'autre version du F-35. C'est un avion de 5e génération. Et vous savez, les détails à ce sujet, et je ne suis pas totalement sûr, sans être, vous savez, un expert en guerre aérienne, vous voyez, le F-35 est une plateforme extrêmement puissante. Il est équipé de beaucoup de matériel intégré. Mais ensuite, le F-35AN, la variante israélienne, est basé sur beaucoup de choses. Le I signifie Israël. Elle repose sur de nombreux éléments développés uniquement par des entreprises israéliennes pour l'armée de l'air israélienne. Donc, même si les États-Unis voulaient créer une parité totale, il y a des technologies qu'Israël possède et que les autres n'ont pas. Maintenant, le problème avec cette plateforme, c'est qu'elle ressemble un peu à un iPhone, dans le sens où l'utilisateur final a une influence très limitée sur le système et elle est contrôlée à distance depuis le siège aux États-Unis. Et les pays eux-mêmes n'ont pas nécessairement accès au code central, qui est le cœur du système. Donc je pense que, vous savez, ce sont des détails. C'est un petit détail à quel point c'est avancé et de quel système il s'agit exactement. Je pense qu'au final, en fait, c'est le F-35, mais ce n'est pas vraiment le F-35. Cela leur accorde le statut majeur d'allié non membre de l'OTAN, ce qui est très important et constitue une avancée majeure. Des pays dont Israël. Exactement, y compris. Et c'est un grand pas en avant. Je considère cela aussi comme très positif car cela éloigne l'Arabie saoudite de toute idée d'appartenir à la sphère d'influence chinoise. Cela renforce l'alliance menée par les États-Unis contre la République islamique d'Iran dans la région. Donc j'ai moins de problèmes avec cela. Et je pense que c'est globalement une chose positive. Je regrette le fait que le Qatar bénéficie de ce statut. Le Qatar est un pays qui soutient le terrorisme, qui finance le terrorisme et qui est une source de problèmes et de haine, et d'antisémitisme, de sentiments anti-occidentaux et de promotion mondiale des frères musulmans. Je préférerais qu'il ne l'ait pas, mais personne ne me demande mon avis à ce sujet. Mais si vous comparez les deux, j'ai moins de problèmes avec le fait que ce soit le statut de l'Arabie saoudite. Ce qui m'inquiète profondément, c'est lorsque je vois que des F-35 vont maintenant être livrés aux Saoudiens. Et je regarde vers le nord-ouest et je vois une véritable menace, et c'est la Turquie. Et je sais que les Turcs convoitent et sont également impatients d'obtenir le F-35. Et je sais qu'ils font partie des considérations régionales de l'administration. Et si vous me demandez qu'est-ce qui est le plus inquiétant? Des armes et technologies avancées détenues par les Saoudiens ou l'armée de l'air turque, etc. Les Turcs me considèrent comme bien plus éloignés que les Saoudiens pour diverses raisons. Je ne dirai pas ce que je pense des Saoudiens, mais je vais vous dire ce que je pense des Turcs. La Turquie, sous cette direction, est en état de guerre, a des ambitions impérialistes et croit que son rôle historique est de rétablir l'Empire ottoman déchu. Le califat, l'Ottoman califat. Le califat ottoman. Ils cherchent à réviser, à consulter les livres d'histoire et à examiner d'anciennes cartes. Où avons-nous déjà contrôlé et gouverné et aspiré à rendre cela à nouveau grand? Et quand vous regardez leur type de leadership, ce qu'ils promeuvent, leur lien avec les frères musulmans, leur interprétation extrémiste de l'islam,
leur hostilité envers Israël et l'Occident et envers le christianisme, ce qui est souvent ignoré par cette administration. Et au lieu de cela, ils les considèrent uniquement d'un point de vue utilitariste, régional et machiavélique. Mais au final, nous avons affaire à un acteur malveillant avec des intentions hostiles et impérialistes pour la région. Leur donner des F-35, je verrais cela comme une menace directe envers Israël. Je ne suis pas content que les Saoudiens l'obtiennent et nous avons reçu le rapport de l'armée israélienne il y a quelques jours à peine, indiquant que cela représenterait une menace pour Israël. Je pense que c'était la formulation, mais la Turquie m'inquiète bien plus. C'est aussi une menace pour la capacité d'Israël à agir. Je veux vous présenter un scénario. S'ils obtiennent les F-35 et que nous voulons frapper l'Iran dans quelques années. Nous avons vu l'Arabie saoudite, notamment ces 12 derniers émois, lors d'une légère tension avec les États-Unis. Ils ont organisé une réunion de réconciliation avec l'Iran et une autre avec Pékin, très liés aux Chinois, ce qui pourrait être l'un des facteurs de motivation mentionnés. Supposons qu'Israël attaque l'Iran dans 5 ans. Et l'Arabie saoudite possède des F-35 qui se trouvent également quelque part dans l'espace aérien comme l'a proposé Painted. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Comment nos considérations pourraient-elles être prises différemment? Ce serait un facteur limitant et débilitant. Ces systèmes d'armes seraient également, bien sûr, régis par les objectifs politiques des Saoudiens. Mais lors du dernier conflit qui a duré 12 jours, quand nous avons combattu les Iraniens, lorsque les États-Unis et Israël ont frappé ensemble le programme d'armes nucléaires iranien, je pense que la décision politique a été prise en Arabie saoudite de rester à l'écart, de ne pas interférer et de ne pas utiliser leurs systèmes, leurs avions de 4e génération, leurs missiles ou quoi que ce soit d'autre pour intervenir. Et c'était, bien sûr, une décision très intelligente et correcte de leur part. Et cela a facilité l'attaque par Israël et les États-Unis des infrastructures militaires et nucléaires iraniennes. Mais quand on pense à l'avenir, le fait de disposer d'armes plus avancées donne des outils supplémentaires aux Saoudiens et cela pourrait peut-être influencer la prise de décision d'une manière différente. D'une part, d'autre part, disposer de systèmes d'armes américains et dépendre davantage des États-Unis pour la sécurité nationale pourrait les maintenir dans les garder sous contrôle et s'assurer qu'ils restent du bon côté de la politique et n'interfèrent avec rien. En fin de journée, je pense que les Saoudiens ont intérêt à voir la République islamique d'Iran affaiblie et neutralisée. Je pense qu'ils sont très dissuadés par les Iraniens. Je pense qu'ils comprennent que les Iraniens sont féroces, cruels, et qu'ils n'auraient aucun problème à attaquer l'Arabie saoudite s'ils le voulaient ou s'ils pensaient que cela leur serait bénéfique. Et les Saoudiens s'y préparent. Une grande partie de leurs actions dans la région et dans le monde vise à renforcer la protection contre cette menace venant de l'autre côté du Golfe. Donc, je ne pense pas que cela serait utilisé comme une menace. Mais je pense qu'en général, vous savez, cela fait, je dirais, 3 décennies que la politique étrangère des États-Unis vise à maintenir l'avantage militaire qualitatif d'Israël, le AMQ. Et cela a été le principe directeur pour toutes les différentes administrations, démocrates comme républicaines, en disant que oui, nous, les Américains, nous voulons vendre des armes. Nous voulons que notre industrie de la défense soit prospère et évidemment très rentable, donc nous vendons des armes dans le monde entier. Mais au Moyen-Orient, notre priorité va d'abord à Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël est notre allié le plus fidèle et Israël sert bien les intérêts des États-Unis. Ce n'est pas seulement parce que nous partageons des valeurs et des intérêts, etc. C'est parce qu'Israël est un allié aussi puissant et efficace pour la projection de la force américaine dans la région. Et c'est pourquoi il faut préserver la qualitative military edge, parce que Israël le fait mieux que quiconque. Israël utilise des plateformes américaines pour vaincre les plateformes ennemies russes, chinoises et iraniennes. Et en maintenant cet avantage, vous vous assurez qu'Israël est équipé du meilleur matériel pour combattre les ennemis de l'Amérique. Exactement. Cette politique profite surtout aux États-Unis et est très avantageuse pour Israël. Le saper, le remettre en question ou l'éroder n'est pas bon pour Israël. Cela n'envoie pas un bon message au sein du système politique israélien quant à la loyauté et à la fiabilité.
Et il pourrait y avoir des voix en Israël qui interpréteront cela d'une manière qui poussera les Israéliens à envisager d'autres options. Si nous ne pouvons pas garder un avantage militaire qualitatif avec les armes américaines, cherchons-le alors par d'autres moyens. Et ce n'est pas, je pense, ce n'est pas une bonne façon pour les États-Unis de gérer la situation dans la région et de garder son allié le plus proche et le plus important près de lui, c'est-à-dire Israël. Vous avez mentionné un sujet, j'ai écouté le discours du président Trump, il ne l'a pas fait. Dans la même phrase, presque dans le même souffle, où il a annoncé donner des F-35 aux Saoudiens, il a précisé qu'ils seraient similaires. Je pense que c'était prévu. Qu'en pensez-vous? Il a dit qu'Israël et les Saoudiens sont de grands alliés. C'était presque comme un coup de poing dans l'estomac, puisque Israël a combattu des régimes qui s'opposent, comme vous l'avez dit, à des menaces imminentes contre les États-Unis. L'Arabie saoudite, ce n'est comme ce n'était pas il y a si longtemps. Ce régime était moins établi avec les États-Unis. Lors du 11 septembre 18, des 21 pirates venaient d'Arabie saoudite. Et penses-tu qu'Israël devrait se sentir un peu snobé par cela? Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects positifs et je pense que l'administration Trump a un long historique coloré et remarquable d'actions positives pour l'Amérique et d'actions positives pour Israël. Et le président Trump, personnellement, je pense, est le président qui a pris les décisions les plus pro-israéliennes et significatives depuis sa première candidature, son premier mandat, et maintenant son second mandat en tant que président. Je pense que, vous savez, je peux être franc et dire, je pense, la stratégie du Hamas d'envahir Israël, de prendre des otages, de les retenir dans des tunnels, puis essentiellement de se préparer et d'attendre que la pression internationale soit exercée sur Israël, serait trop difficile à supporter pour nous et nous forcerait alors à arrêter de nous battre. Cette stratégie aurait fonctionné si le président Trump n'avait pas été élu. Et cela a changé le calcul dans la région. Et grâce au fait qu'il ait été élu, et grâce à ses politiques, nous avons maintenant un cessez-le-feu. Nous avons nos otages vivants de retour à la maison. Tous les otages assassinés, sauf 3, sont rentrés chez eux. Et nous avons une résolution de l'Organisation des Nations Unies qui, si elle est appliquée, une résolution du Conseil de sécurité, si elle est appliquée, et c'est un très, très grand si. Si elle est appliquée, elle peut vraiment offrir la sécurité, la stabilité et la prospérité à Israël et aux Gazaouis à l'avenir. Beaucoup, beaucoup de points positifs. Je ne voudrais pas qu'Israël et les Saoudiens soient mentionnés dans la même phrase comme de bons alliés, parce que je pense que la contribution d'Israël à la position des États-Unis dans la région et à leurs intérêts dépasse de loin celle de tout autre pays de la région. Je pense que nous sommes l'allié le plus loyal et solide des États-Unis au Moyen-Orient. C'est certain. Il n'y a pas de concurrence, mais nous pourrions rivaliser pour être le meilleur allié américain de la région. Nous nous battons pour nous-mêmes, vainquons nos ennemis et restons loyaux envers les États-Unis. Nous sommes un grand générateur de renseignements qui alimente les systèmes américains. Nous sommes un laboratoire de combat unique en son genre qui aide à perfectionner les systèmes d'armes américains. Et nous sommes loyaux envers les États-Unis et restons dans la sphère d'influence américaine. Aucun autre pays ne peut en dire autant. Et en tant que tel, je pense que le traitement devrait être en conséquence. Il y a de nombreuses raisons d'être reconnaissant. Le président, son équipe, le retour des otages, l'adoption de cette résolution à l'Organisation des Nations Unies, c'était un travail de titan, diplomatiquement parlant, un travail brillant. C'est un miracle. Le président a certainement été l'instrument de plusieurs miracles. Absolument. Je fais aussi référence au travail de l'équipe de négociation et du secrétaire Rubio. J'ai servi à l'Organisation des Nations Unies au nom d'Israël. J'ai été dans la salle, j'ai vu les négociations en coulisses qui ont lieu avant qu'une résolution ne soit votée. J'ai vu un peu, vous savez, la lutte de pouvoir des grands, en gros le marchandage. Abstenez-vous sur ceci, nous donnerons cela et voulons que ceci soit adopté, puis nous ferons cela pour vous. Et c'est une très grande victoire diplomatique pour les États-Unis qui, si elle est mise en œuvre, fera de grandes choses pour la région et de grandes choses pour Israël. Donc, il y a beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Mais il y a quelques éléments qui gâchent peut-être un peu la fête. Vous en avez cité quelques-uns. Je pense que nous devrions être dans une relation suffisamment ouverte et honnête avec nos alliés américains pour pouvoir exprimer ces choses et le dire.
Eh bien, c'est quelque chose avec lequel nous avons un petit problème. Et pour s'assurer que cela ne passe pas de là à des choses vraiment dangereuses comme la Turquie. Question avant que nous passions à Gaza à ce sujet. Parce que je vous ai en face de moi et que vous avez beaucoup d'expérience. Dans différents domaines de l'armée, nous avons parlé de l'avantage militaire qualitatif et il vaudrait peut-être la peine de définir un peu plus ce que cela signifie. Mais je suis curieux, Jonathan, quand... Bien sûr, dans les avions de chasse ont constitué l'atout militaire majeur d'Israël, selon moi au plus haut niveau. Les vents changent aussi rapidement partout dans le monde. Et il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, l'intelligence artificielle et diverses autres choses. Israël se prépare-t-il actuellement avec les États-Unis à développer de nouveaux avantages militaires auxquels les Saoudiens et d'autres alliés n'auront peut-être pas accès? Et quels pourraient-ils être? Donc je pense, en regardant là où Israël excelle, je dirais que la réponse courte serait oui. Israël explore des moyens d'utiliser l'immense industrie de défense que nous avons, les connaissances qui ont été générées grâce au combat sur le terrain, dans les airs, en mer et, bien sûr, dans le domaine cybernétique, et de traduire cela en de nouvelles et meilleures façons de projeter la force, de contraindre les ennemis, de les dissuader d'agir et, si nécessaire, de nous défendre contre les activités hostiles de l'ennemi dans tous ces domaines, air, terre, mer et cyber. Et oui, d'après ce que je comprends, il y a des avancées significatives et beaucoup de travail en cours concernant la guerre par drone renforcée par l'intelligence artificielle. Beaucoup de progrès ont été réalisés et de nombreuses choses ont été apprises. Je pense à l'énergie dirigée comme l'Iron Beam, où Israël est un leader mondial. Nous sommes le seul pays qui, jusqu'à présent, a développé un système qui va maintenant être mis en œuvre et opérationnalisé dans le cadre de la défense aérienne israélienne. Et selon les études, selon les tests qui ont été effectués, il est capable d'abattre effectivement une large gamme de cibles en utilisant de l'énergie dirigée ou des lasers. Star Wars, la guerre des lasers. Star Wars. Ce sujet a de nombreuses applications car cette plateforme peut être aéroportée ou embarquée en mer. Elle sera d'abord basée sur Terre, mais beaucoup de choses intéressantes peuvent être faites avec cela, et cela pourrait vraiment changer la donne. Et encore une fois, Israël, par nécessité, est un leader mondial. Pour revenir à ce que j'ai dit précédemment sur la valeur qui serait la porte à la table, aucun autre pays ne peut faire cela et dire à l'industrie de la défense américaine « Voici ce que nous savons et voici ce que nous avons déjà créé ». Nous vous invitons à rejoindre le processus et à bénéficier de notre savoir-faire et expérience unique. Les Saoudiens ne peuvent certainement pas le faire, et je doute que d'autres pays de notre taille, voire 10 fois plus grands, y parviennent. Israël excelle en intelligence artificielle et cybersécurité sur ces sujets. Je ne suis pas du tout un expert en cybersécurité, mais je pense que les entreprises israéliennes, civiles, semi-militaires et militaires montrent de grands progrès et une grande maîtrise dans différents outils de cybersécurité. Je dirais qu'il y a quelques pays dans le monde qui sont plus forts qu'Israël, et ce sont des pays qui ont une population des centaines de fois supérieure à celle d'Israël. Israël joue vraiment parmi les grands, bien au-delà de son poids. Et oui, l'Ukraine est un véritable laboratoire de bataille très important pour voir ce qui fonctionne ou non sur le champ de bataille. Observez ce que fait l'autre camp, l'Iran, la Russie et la Chine, quel type d'armes ils développent, puis trouver des contre-mesures à celles-ci et développer des armes capables de les neutraliser. Je pense que ce que nous avons appris ces 2 dernières années et ce que les soldats israéliens ont fait avec leurs armes est assez unique, et c'est quelque chose dont je suis très fier. Je voudrais maintenant que nous changions de sujet et que nous allions dans le sud-ouest d'Israël, la bande de Gaza. Donc hier, incroyable, ces deux choses se sont produites exactement le même jour. Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté 13 contre 0, quelques abstentions, pour donner son approbation. Et en fait, une résolution de l'Organisation des Nations unies soutenant le plan en 20 points du président Trump. Décrivez-nous la situation. Faites-nous comprendre quels sont les éléments les plus importants que nous pourrions voir émerger de cela. L'un d'eux est la force internationale de stabilisation que nous pourrions voir se déployer ici. Et qu'est-ce que cela pourrait signifier?
Donc, je commencerai par réfléchir à la façon dont le Hamas a réagi. Le Hamas a répondu en réfutant pratiquement tout ou presque. Et quand j'ai lu la déclaration du Hamas, il semble qu'il ne soit pas en phase avec la même réalité que les gens vivent, que les Israéliens vivent, et la réalité telle qu'elle a été votée à New York par le Conseil de sécurité. Il parle de cela. Il n'y a aucune force internationale à Gaza. Et s'il doit y avoir une force internationale, elle devrait être une force de l'Organisation des Nations Unies et il devrait uniquement se concentrer sur séparer Israël et Gaza et qu'il devrait se concentrer sur la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, ce qui est une différence très très nette par rapport à ce que la résolution disait réellement. Pourquoi est-ce important? Et dans le cas du Hamas, dans leur déclaration, ils n'ont pas encore spécifiquement menacé, mais ils ont précisé comment ils voient la force internationale opérer. Et ils ont dit très clairement, nous ne tolérerons personne qui agit au nom d'eux, ils nous appellent l'occupation, mais qui agit au nom d'Israël, mais ils n'ont encore menacé personne. Je suis sûr qu'ils gardent ces menaces pour l'avenir si et quand cette force internationale de stabilisation entrera en vigueur, mais on pouvait voir un très grand fossé entre le camp vaincu dans cette guerre, le Hamas, qui ne se conforme pas et ne comprend pas la réalité sur le terrain. Et certainement, encore une fois, un autre point, un point important qui réfute complètement tout effort de désarmer le Hamas et en affirmant à tort que c'est une question interne palestinienne et que leurs armes ne seront remises qu'aux autorités palestiniennes. Non, ce n'est pas ce qui va se passer. Le Hamas va être désarmé, ils vont être retirés du pouvoir. Le contrôle de Gaza va leur être retiré ou alors nous retournerons à la guerre. Et c'est cela qui m'a frappé, de voir cette réalité, ce décalage entre ce que le Hamas communique et ce qu'il pense pouvoir obtenir et la façon dont il pense pouvoir dicter les conditions par rapport à ce que le Conseil de sécurité a voté. Et ce que je sais, c'est qu'Israël n'acceptera pas. Israël n'acceptera pas que le Hamas gouverne à Gaza. Le lendemain, Israël n'acceptera pas une entité armée dans la bande de Gaza qui soit hostile envers Israël. Et Israël exigera, je pense à juste titre, que le Hamas soit désarmé et qu'ils ne contrôleront pas la bande de Gaza à l'avenir et que Gaza sera reconstruite et déradicalisée et toutes les autres choses qui y sont mentionnées. Donc je commencerai par cela et je dirais que la résolution ici est bonne, elle est positive. Mais comme pour beaucoup d'autres choses, il y a un écart entre la diplomatie et la réalité sur le terrain. La mise en œuvre, c'est sûrement le plus grand écart que j'ai vu avec une résolution du Conseil de sécurité. Exemple, la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui a mis fin à la Deuxième Guerre du Liban en 2006 a créé la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Deux aurait prétendument donné à cette force de l'Organisation des Nations Unies assez d'autorité pour appliquer réellement la résolution. Créer une zone sans armes dans le sud du Liban. Seule l'armée libanaise et la force intérimaire des Nations Unies au Liban, même si le Hezbollah n'était pas mentionné nommément dans la résolution, mais il n'était pas censé être dans le sud du Liban. Malheureusement, près de 20 ans plus tard, nous savons que ce fut un échec total. Cette résolution n'a pas été appliquée. La force de l'Organisation des Nations Unies sur place, composée de 15 000 soldats, n'est pas intervenue contre le Hezbollah et a permis au Hezbollah de s'installer avec des dizaines de milliers de terroristes. Avec une vaste infrastructure, des tunnels, des roquettes, des missiles, tout ce qu'ils voulaient, nous avons juste eu la chance qu'ils ne l'utilisent pas contre nous, ni n'entrent en Israël comme le Hamas. Donc cela devrait servir de rappel et d'avertissement sur ce qui se passe lorsque l'écart entre les résolutions et la réalité est trop grand. Et je suis préoccupé que ce soit aussi la situation à Gaza parce que je ne suis pas entièrement sûr que suffisamment d'efforts, de douleur et de souffrance aient été infligés au Hamas. Pour qu'ils comprennent cela, personne ne leur demande leur avis. Ils ne sont pas aux commandes et ils ne gouverneront pas la bande de Gaza. Et là où je vois la plus grande ligne de fracture, ce sera la capacité à créer une force internationale qui aura, selon les termes de l'Organisation des Nations Unies, une autorité du chapitre 7. Le chapitre 7 signifie qu'ils peuvent utiliser la force, non seulement pour se défendre, mais aussi pour appliquer un mandat et utiliser la force létale de manière coercitive
afin de mettre en œuvre ce pourquoi ils sont là. La plupart du temps, quand l'Organisation des Nations Unies envoie des forces de maintien de la paix, j'y ai servi 3 ans et collaboré avec elles au Liban et au Golan. C'est le chapitre 6. Le chapitre 6 signifie que vous ne pouvez utiliser des armes que pour vous défendre si vous êtes menacé, ce qui se traduit par le fait de ne pas accomplir la mission. Parce que les méchants comprennent. Ils savent que si l'Organisation des Nations Unies ne peut pas utiliser d'armes contre eux, ils sont en sécurité et libres d'agir. Vous savez, le chapitre 7, qui ironiquement signifie aussi la faillite aux États-Unis, si vous êtes au chapitre 7. D'accord. L'idée du chapitre 7 de Gaza. Je pense que certains pays arabes seraient en réalité effrayés par un chapitre 7, parce que cela les obligerait presque à joindre l'acte à la parole. Certains ont affirmé vouloir rejoindre, d'autres pas. Les Émirats arabes unis et l'Azerbaïdjan, sauf erreur, ont tous deux déclaré. Nous ne voulons pas faire partie de cette force parce que, franchement, nous n'allons pas aller là-bas pour tuer le Hamas. Mais même s'il y a le chapitre 7 et que cela entre en vigueur, Jonathan, peux-tu imaginer une situation où l'un des pays arabes qui rejoint cette commission irait activement sur le terrain pour éradiquer le terrorisme? On peut supposer que le Hamas ne va pas simplement rendre ses armes, prendre une fleur et monter sur un bateau pour aller ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas tant de pays dans le monde qui ont même combattu ce genre de terrorisme. Israël étant leader avec les États-Unis, y a-t-il vraiment une possibilité de moyens d'application concrets dans ce type d'accord? Oui, je suis d'accord avec toi. Les chances sont très, très minces, pratiquement inexistantes dans le monde arabe. Le seul pays qui, selon moi, possède ce mélange rare de capacités et, disons, le courage de le faire, ce serait l'Égypte. L'Égypte a une longue et solide expérience de brutalité envers les islamistes. Ils ne tournent pas autour du pot lorsqu'il y a une menace pour leur sécurité nationale. Les forces de sécurité égyptiennes peuvent être impitoyables, très cruelles, et elles ont été impitoyables et parfois efficaces contre les frères musulmans et contre Daesh. Lorsque ceux-ci représentent une menace pour la sécurité nationale égyptienne, lorsqu'ils représentent une menace pour la sécurité nationale israélienne, les Égyptiens n'ont aucun problème avec la situation. Ils laisseront prospérer les réseaux terroristes et le trafic d'armes dans le Sinaï vers Gaza. Donc ce n'est pas une question idéologique, c'est une question utilitaire, mais quand la motivation est là, du point de vue égyptien, ils ont montré qu'ils savaient comment combattre les islamistes et ils le font dans le dialecte local, de la façon dont les Arabes le comprennent, de la façon dont les habitants du Moyen-Orient le comprennent. J'ai du mal à les voir le faire à cause du facteur le plus important, celui-là. Cela serait perçu dans la rue égyptienne et dans la région comme accomplir quelque chose à la demande d'Israël et poursuivre le combat d'Israël contre les frères musulmans du Hamas, l'islamisme radical. Même si cela serait bénéfique pour l'Égypte et qu'ils pourraient en tirer profit, j'ai du mal à imaginer qu'ils aient le courage politique et le leadership pour agir. Et quand je regarde tous les autres pays, la Jordanie, l'Indonésie, la Malaisie, l'Irak, le Maroc et d'autres pays, les Émirats arabes unis pourraient être des candidats potentiels. C'est soit un mélange de manque de réelle capacité et de troupes qualifiées capables de mener des opérations antiterroristes, d'équipement ou, plus important encore, de volonté politique. Donc, encore une fois, cela nous ramène à l'écart entre la résolution et la réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain, c'est cela. Je ne vois aucune organisation, aucun pays qui ait la capacité, la volonté politique, l'intérêt et la motivation de le faire, prêt à envoyer des troupes. Et nous ne devons pas nous leurrer. Le Hamas ne va pas se désarmer de lui-même. Ce n'est pas dans leur acide désoxyribonucléique. En fait, il est contraire à leur acide désoxyribonucléique de remettre les armes et de devenir une organisation non violente. Toute leur éthique et leur essence reposent sur la résistance mukawama et le djihad. Ils ne peuvent pas déposer les armes à moins d'y être absolument contraints. S'il s'agit de mourir ou de déposer les armes, sinon il n'y a aucune chance qu'ils déposent leurs armes. La plupart de ceux qui ont étudié ou combattu le Hamas partagent cette opinion sur lui. Ce serait comme demander à Daesh de déposer ses armes. Non, nous ne le ferons pas. Nous nous battons jusqu'à obtenir soit la victoire, soit le martyre, et les deux sont acceptables d'un point de vue djihadiste.
Donc, là où cela nous mène, ou ce vers quoi cela nous fait avancer, c'est la première option, qui est sur la table depuis le cessez-le-feu et qui, malheureusement, et je le dis avec regret, ne cesse de se renforcer. C'est ce qu'a évoqué le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, la semaine dernière, dans la bande de Gaza depuis Rafah. Exactement, a-t-il dit. Écoutez, cette option où nous devrions retourner à la guerre, démanteler le Hamas de ses armes et les déloger du pouvoir. Non seulement cette option est sur la table, mais nous nous préparons à le faire. Et une fois qu'on nous dira de le faire, nous le ferons. Cela doit être très clair pour tous ceux qui ont leur mot à dire sur l'avenir de Gaza et la façon de le résoudre. Rien de concret ne se passera à Gaza. Rien de positif ni de concret ne se produira à Gaza tant que le Hamas ne sera pas désarmé. Rien ne se passera. Il n'y aura pas de reconstruction d'aucune partie de Gaza, pas de construction, pas d'entrée significative d'aide et rien d'autre qui soit pourtant absolument nécessaire. Et d'un point de vue humain, nous aimerions voir ces choses se réaliser. Nous aimerions voir des efforts humanitaires, nous aimerions voir l'enlèvement des décombres, la reconstruction et la création d'un avenir différent. Tout cela est très bien, je n'ai rien contre à un niveau humain, mais la première chose à faire, c'est d'éliminer le Hamas. Nous devons veiller à ce que l'énergie et les investissements dirigés vers la bande de Gaza n'entraînent pas une répétition de 2006 où tout cela a été utilisé pour construire une organisation terroriste assez impressionnante avec une infrastructure souterraine qui, en fait, n'a pas de rival. Aucun pays ni aucune organisation terroriste n'a été capable de faire ce que le Hamas a fait, et ils l'ont fait avec l'aide internationale. Donc cela doit être clair, et je pense qu'Israël doit le communiquer de manière très explicite. Très bien, nous soutenons tous les forces de sécurité intérieure, c'est parfait si vous allez envoyer. S'il doit y avoir une force qui ait la poigne et le courage de faire ce qui est nécessaire, nous sommes tous d'accord, car cela nous évite de le faire nous-mêmes. Sinon, il faudra s'en charger nous-mêmes. Nous solliciterons alors votre soutien diplomatique et peut-être financier. Mais dans tous les cas, le Hamas doit être relégué aux oubliettes de l'histoire. Ils ne peuvent pas gouverner Gaza après. Et qu'il y a une autre idée qui circule dans les milieux de la défense et les cercles politiques. Je suis sûr que vous en avez probablement entendu parler. Il s'agirait de créer une situation semblable au mur de Berlin dans la bande de Gaza, où la partie est de Gaza qui touche Israël serait entièrement sous contrôle israélien, sans le Hamas, comme c'est censé être le cas aujourd'hui, sauf en profondeur sous terre, et le côté ouest serait en grande partie contrôlé par le Hamas. Des incitations économiques viseraient à attirer la population de Gaza vers l'est de la bande, épuisant ainsi progressivement le Hamas de ses ressources humaines ou défenses civiles. Ensuite, ils abandonnent ou Israël intervient et les détruit. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Oui. Je voudrais connaître votre avis sur cette idée. Mais, répondre à cela, même tester un plan comme celui-ci pourrait prendre des années. Et j'ai presque l'impression de regarder un écran partagé. Il y a une prise de conscience qui doit se faire du côté américain en réalisant qu'il va falloir éliminer efficacement le Hamas et il faudra recourir à la force et côté israélien fixer une ligne rouge. Nous ne pouvons plus attendre cette prise de conscience. Où voyez-vous ces éléments converger? Donc, je ne suis pas fan de ce programme, de ce plan. Je pense que cela pourrait être une pente très dangereuse pour Israël, parce qu'on pourrait finir par gouverner une population d'1,5 million ou de 2 millions d'Arabes. Je n'ai rien à voir avec ça, je n'ai rien à faire à gouverner plus d'Arabes, je ne veux gouverner aucun Arabe. Je ne veux pas qu'il soit affilié à Israël et je ne veux pas qu'il fasse partie du système israélien. Je voudrais que la frontière soit établie, qu'elle soit reconnue comme une frontière internationale, que nous soyons d'un côté et que les Arabes soient de l'autre côté. Et qu'il n'y ait pas d'idée d'agrandir l'État d'Israël ni d'accueillir plus d'Arabes en Israël. Nous en avons assez et je pense que cela nuit à notre sécurité nationale. Et je pense que cette idée, bien qu'elle puisse être bénéfique pour créer un contrepoids au Hamas, le risque, c'est qu'à terme, nous soyons coincés avec de nombreuses personnes sous notre responsabilité. Et peut-être qu'alors ils voudront des droits de vote et des sièges supplémentaires à la Knesset. Je n'ai rien à voir avec ça et je n'ai aucune nostalgie des dunes de sable de Gaza. J'ai passé de nombreuses années à me battre là-bas.
Je ne pense pas que nos intérêts là-bas servent notre sécurité nationale. Je sais que certains Israéliens, même dans ce gouvernement, pensent différemment, mais pas moi. Et je pense que ce ne serait pas un bon investissement de temps, de ressources, de capacités ou de crédit diplomatique. Je m'éloignerai de cela pour me concentrer sur les bases. Les bases, vous savez, cette idée, vous savez, c'est une solution de contournement. C'est une façon de ne pas traiter le problème. Le problème, c'est que le Hamas est là et que le Hamas doit partir. Et en adoptant, vous savez, une approche indirecte, évasive, du genre, d'accord, on va les priver de leurs membres. Je n'ai pas vu cela fonctionner ailleurs au Moyen-Orient, des Arabes pouvant voter avec leurs pieds, dire simplement « je pars avec les Juifs ou les Américains et je vous quitte ». Hamas ici, je ne pense pas qu'on doive se faire d'illusions. Hamas, c'est Gaza. Les Gazaouis, c'est le Hamas. Le Hamas est une organisation qui a été amenée, soutenue et encouragée par les Gazaouis. Beaucoup de gens dans le monde font cette fausse distinction entre Gaza et la population palestinienne, une fausse distinction que nous, en Israël, avons malheureusement aussi soutenue et aidé à consolider et à créer, comme si c'était deux entités distinctes, ce qui n'est pas le cas. Gaza, c'est le résultat et le produit de la population de... Hamas est le résultat de le produit qui a été fabriqué par la population. Les gens pensent qu'il a été importé de l'extérieur? Non, non, il n'y a rien d'étranger là-dedans. À 18 ans, au début de la guerre, mon fils m'a dit « Ah bah, je ne comprends pas. D'où le monde pense-t-il que viennent tous ces combattants? » Oui. Ils ont grandi à l'intérieur de Gaza au cours des 18 dernières années. Dans les écoles de l'UNRWA, ils ont été endoctrinés à croire qu'Israël n'existe pas, qu'il n'a pas le droit d'exister comme ils existent, avec, jusqu'à il y a quelques années, l'argent des contribuables américains, canadiens, australiens et européens. Et ils étaient endoctrinés à haïr. Ils étaient endoctrinés pour devenir la prochaine génération de combattants djihadistes dans les écoles de l'UNRWA et ensuite, ils sont devenus des combattants djihadistes. Ils sont devenus des terroristes djihadistes entre les mains du Hamas, ils sont Gaza. Et c'est pourquoi, vous savez, cette solution, je pense que c'est naïf, je pense que cela ne comprend pas la réalité sur le terrain. Et je pense que cet effort pour créer une division entre la population et le Hamas ne va pas réussir. Oui, nous devons continuer à le faire. Oui, nous devons continuer à informer les Gazaouis sur la relation directe entre la cause et l'effet. En élisant et soutenant le Hamas, vous récoltez guerre et destruction. Si vous voulez un avenir différent, alors ne votez pas pour et ne donnez pas de pouvoir à des organisations terroristes génocidaires et fanatiques. Et vous aurez une chance de vivre une vie réussie et paisible, et vous serez peut-être mieux dans 5 ou 10 ans que vous ne l'étiez il y a 20 ans. Et cet effort doit se poursuivre avec des incitations, avec de l'information, avec des services religieux, de l'éducation. Cela, bien sûr, doit arriver. Mais je ne pense pas que séparer le territoire et avoir une zone où Israël a la responsabilité, la propriété, et peut-être rêvera de prendre le contrôle. Je ne pense pas que ce soit une bonne façon d'avancer. Il faut d'abord se concentrer sur les priorités. Éliminer le Hamas, les désarmer, puis avancer. Jonathan, dernière question. Je veux revenir en arrière. C'était vraiment fascinant. Je ne peux vraiment pas penser à une autre personne que je voudrais pour éclairer à la fois moi-même et le public. Votre savoir et votre capacité à communiquer sont vraiment une bénédiction. Je voudrais me concentrer un peu plus sur l'aspect personnel. Nous avons commencé la conversation et ce n'était pas prévu en parlant de votre voyage aux États-Unis. Et je pense que vous avez vraiment mis en avant un véritable sentiment d'espoir sur la façon dont une personne ordinaire peut faire la différence dans ce changement. J'aimerais entendre une réflexion similaire de votre part à l'égard de la jeunesse israélienne aujourd'hui. La plupart des gens, beaucoup de personnes dans le monde, ne comprennent pas, je pense, ce que nous voyons intuitivement, à savoir que nous observons aujourd'hui une génération de jeunes Israéliens âgés d'environ 18 ans. Et peut-être que cela nous inclut aussi. Mais, vous savez, pour la plupart, 45-50 ans, c'est ce groupe incroyable de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, peut-être étaient-elles déjà éveillées avant la guerre, mais elles ont été réveillées. Que diriez-vous aujourd'hui à un Israélien de 18 ans, un Israélien de 20 ans, qui, malgré cette énergie positive, ils perçoivent aussi toute la complexité autour d'eux? Nous avons évoqué les F-35 Gaza, Israël, un lieu complexe. Aller en Suède, c'est plus simple.
Ils ont sûrement un passeport Union européenne par un proche. Que leur dirais-tu? Tu sais, je partage cet optimisme et je l'ai dit dans les médias internationaux. Et tu sais, beaucoup de gens, quand tu regardes, même les données, quand tu regardes, ce n'est pas, tu sais, scientifique. Mais quand tu regardes l'indice mondial du bonheur, tu vois où Israël est positionné. Après 2 ans de guerre sanglante, d'attaques terroristes continues et d'une offensive internationale contre Israël, nous diabolisons notre armée et nos jeunes. Et même après ça, tu vois que l'indice de bonheur en Israël, nous sommes classés 2e dans le monde entier. Mais dans la tranche d'âge de 18 à, je crois que c'était 30 ans, nous sommes numéro 1 avec une marge significative. Incroyable. Et l'indice de bonheur. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il parle aussi des attitudes pleines d'espoir envers l'avenir. Et elles sont extrêmement élevées chez les jeunes Israéliens, ce qui parfois défie toute logique, parce qu'on pourrait croire qu'ils voient la guerre, la destruction et la souffrance. Leurs amis ont été tués et eux-mêmes ont enduré d'énormes difficultés pendant les combats de la guerre, etc. Ils savent qu'à 18 ans, ils feront leur service militaire, ce qui est dangereux. Donc on pourrait penser que leur vision de la vie serait pessimiste ou pleine de peur. Au contraire, et c'est une belle chose pour laquelle je n'ai toujours pas de bonne explication logique, parce qu'en tant que père de 4 enfants en Israël, j'ai beaucoup de choses à dire sur notre système éducatif. J'ai beaucoup de choses à dire sur la remise en cause du patriotisme, du sionisme, du lien avec nos racines et notre héritage. Je pense que cela manque cruellement dans ce que nous appelons Mamlarti. Je suis sûr que vos enfants sont passés par des écoles plus religieuses. Les miens passent par des écoles Mamlarti. L'une des choses dont ma femme et moi nous nous demandons constamment, c'est pourquoi ne leur enseigne-t-on pas des valeurs nationales plus fortes? Pourquoi ne parlons-nous pas davantage de notre culture et de notre patrimoine, ce qui, à mon avis, fait défaut? Mais pourtant, malgré cela, on voit la jeunesse israélienne patriote, forte, avec un sens aigu du but et une grande positivité envers l'avenir. Ce que j'espère, c'est que l'establishment politique défaillant, qui a présidé à des années de stratégie ratée contre nos ennemis, quittera ce rôle. Qu'ils affirment, nous avons fait notre part. Et maintenant, c'est le moment pour des jeunes avec une perspective différente ou des personnes ayant un point de vue différent de prendre les devants et de tracer une nouvelle voie pour Israël. Et je pense que cette génération, les réservistes qui se battent depuis des centaines de jours dans la guerre et les jeunes soldats qui le font dans le cadre de leur service régulier, les familles qui les soutiennent, les femmes, principalement les femmes à la maison qui les ont soutenues, ce sont eux qui devraient tracer la voie à suivre pour Israël, ce sont eux qui devraient transformer ces réussites en notre avenir. Et je pense que nous avons un capital humain extraordinaire. Nous sommes bénis. Beaucoup de pays ont la chance d'avoir des gens formidables. Je pense à l'énergie, à la force vitale. Je songe à écrire quelque chose, à essayer de mesurer la force vitale d'une nation. Dans la pensée chinoise, on l'appelle le qi, n'est-ce pas? Donc Le ki national. le qi national, tu sais, plus ou moins. L'énergie, la vitalité et la positivité des forces créatives. Ce qui, selon tous les indicateurs, est très élevé en Israël. Donc, pour canaliser cela et aller de l'avant, je pense que nous devons investir beaucoup plus dans nos affaires publiques et notre diplomatie publique. Nous nous rendons un mauvais service en n'y investissant pas. Vous savez, quand on regarde cela simplement du point de vue des entrées et des sorties et de la pression à laquelle nous sommes soumis, Israël est, je pense, le pays dans le monde, peut-être à part les États-Unis, mais c'est un petit pays qui est sous le microscope le plus grand et le plus exigeant. Et la quantité d'attention mondiale et de surveillance à laquelle nous sommes soumis est sans égale. Pourtant, malgré tout, c'est un fait connu. On peut aimer, détester, se sentir victime, etc. Mais cela n'a aucune importance. C'est la réalité. Mais quand on compare l'attention portée à Israël et ensuite les ressources qu'Israël consacre à la diplomatie publique, aux affaires publiques, il y a un écart énorme. C'est comme 2 mondes différents. Oui, Je dis toujours que c'est comme jouer au baseball avec un ballon de basket. Nous ne sommes pas sur le terrain, on ne croit pas l'être. C'est comme si on venait d'ailleurs.
Ouais, et ça, c'est une vraie tragédie. Et j'espère que les jeunes pourront changer ça et aussi la posture de l'État d'Israël, pas d'un point de vue apologétique, pas en essayant de dire, vous savez qu'on est pauvre et qu'on essaye juste de s'en sortir. Non, non, non. D'un point de vue fier et honnête, c'est notre patrie, là où reposent nos ancêtres, où remonte notre histoire depuis plus de 3000 ans, inscrite dans la pierre, les livres, les écritures, les actes et la tradition. Et la religion, c'est notre foyer. C'est ici que nous sommes à juste titre. C'est ici que nous avons le droit de vivre. Et nous devons simplement défendre notre cause un peu mieux et travailler avec la majorité silencieuse dont nous avons parlé au début, mais aussi avec d'autres nations et organisations. Et je pense que nous sommes maintenant au point le plus bas que j'ai vu Israël atteindre diplomatiquement depuis aussi longtemps que je sois en vie. En ce qui concerne notre position internationale, notre crédibilité, notre capacité à travailler avec des pays et des organisations, cela doit changer. Je pense que cela changera en réussissant, mais cela changera aussi et nous nous aiderons nous-mêmes en y investissant davantage. Et encore une fois, heureusement pour nous, nous avons le capital humain. Nous avons de jeunes Israéliens talentueux, charismatiques et éloquents qui peuvent le faire. Nous avons des experts en réseaux sociaux et des esprits créatifs capables d'imaginer beaucoup de choses. Nous devons clarifier notre politique. Nous devons amener l'establishment politique à refléter une image positive d'Israël et nous avons besoin que les parties de la société israélienne qui sont les plus contributives et positives montre réellement la voie à suivre. Et je crois que cela arrivera et je pense qu'Israël se relèvera et ira de succès en succès. Et nous aurons une conversation dans quelques années, tu me rappelleras mes propos. Ensuite, nous examinerons les indicateurs économiques, notre diplomatie et notre sécurité nationale. Je suis optimiste pour l'avenir. Jonathan, merci beaucoup. C'était très instructif. Et nous avons abordé deux éléments qui, avant que je ne commence cette discussion avec toi, me semblaient être des changements tectoniques. Comme beaucoup d'Israéliens, je me demandais que se passe-t-il? Comment allons-nous faire face à ces deux événements majeurs? Non seulement tu as la capacité d'analyser cela et d'y apporter un éclairage vraiment phénoménal, un véritable éclairage, mais tu crées aussi une base solide. Cela donne de la force aux gens. Tu es un ami cher et mon commandant. J'en suis fier. Pendant 4 ans dans l'armée, tu m'as commandé. Et j'ai hâte de te voir jouer un rôle majeur, vraiment majeur, dans cette croissance à l'avenir en Israël. Je sais que notre public espère te revoir bientôt ici et suivra ses perspectives. Merci, Jonathan. Mes compliments à toi aussi, Doran. La façon dont tu facilites cela me permet de partager une partie de la perspective que j'ai. Tu es un ami, tu es un battant et je chéris beaucoup cette opportunité. Merci. Merci, mon ami.